Les Happy Talks, des rencontres avec des déficients visuels actifs et engagés dans la société. L'épisode 4, c'est ce soir avec Valérie Blard, assistante sociale en collège et lycée, et Jean-Marc Héraudy, assistant social en protection de l'enfance. Ils sont tous les deux reçus par Thibaut de Martin-Pré, vice-président de Happy DV. Début du direct dans quelques instants. La saison 2021-2022 des Happy Talks d'Happy DV bénéficie du soutien de Handsome, développeur d'applications bancaires et financières qui permettent aux personnes porteuses d'un handicap de gérer au quotidien leurs comptes depuis leur smartphone et via une carte de paiement connectée de manière simple, autonome et sûre, ainsi que d'Accès Solutions, fournisseur d'équipements qui, depuis plus de 15 ans, met son expertise au service des déficients visuels en leur proposant des produits innovants et des services de formation, de conseil et de développement informatique sur mesure. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette saison 2 des Happy Talks. Donc c'est ce soir la saison 1 de cette deuxième saison. Donc les Happy Talks sont effectivement des rencontres avec des déficients visuels actifs et particulièrement impliqués dans la société. Donc nous avons le plaisir de recevoir ce soir Valérie Blard et Jean-Marc Héraudy, que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Je vous rappelle un petit peu le concept des Happy Talks qui sont organisés donc par l'association Happy DV, donc accompagner, promouvoir et intégrer les déficients visuels, anciennement GIAA. Je remercie également les partenaires qui nous permettent de rendre cette émission possible avec des moyens techniques professionnels, donc qui sont Handsome et Access Solutions. Je salue le nouveau partenariat avec Access Solutions pour cette saison 2. Cette saison 2 va comporter 3 épisodes, et le premier étant ce soir, le second sera plutôt en mars, et enfin la saison se terminera autour du mois de juin. Dernière information importante, c'est évidemment toujours l'interaction. Comme d'habitude, vous pouvez poser directement vos questions dans le chat. Alors ce soir, une petite innovation puisqu'on a aussi le live sur Facebook mais aussi sur YouTube. Donc utilisez soit le chat de YouTube ou le chat de Facebook et Stéphanie sera votre porte-voix. Stéphanie, tu nous entends si tu es là. Je ne sais pas s'il y a un chat en particulier qui est mieux. Ça fonctionne. Bonsoir à tous. Ça fonctionne à la fois sur Facebook et sur YouTube. Sans préférence, les deux. Voilà, on regarde les deux. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et comme d'habitude, comme ça a été le cas pour les 3 épisodes de la saison 1, il y a le live donc ce soir. On est en direct ici depuis les locaux de Happy DV à Paris. Et ensuite un replay pour celles et ceux qui n'ont pas pu être parmi nous en direct ce soir, un replay qui sera sur YouTube. Et enfin, un podcast, un condensé d'une 10-12aine de minutes sur la chaîne de podcast d'Happy DV qui s'appelle « Je gueule pas, je braille », que vous pouvez retrouver sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. Voilà, pour l'introduction. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec nos invités. Donc Valérie Blard, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Et Jean-Marc, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi Jean-Marc d'être déplacé de Marseille pour ce tournage en direct à Paris. Je vous propose d'abord de commencer par une présentation de chacun de vous deux. On va commencer par Valérie, soyons galants. Donc Valérie, est-ce que tu peux... Valérie, tu es assistante sociale, attachée à l'éducation nationale en collège et en lycée, dans le département de Seine-et-Marne. Tout à fait. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, présenter ton parcours en quelques mots? Alors, mon parcours, il est somme toute assez classique pour une personne non-voyante de naissance. J'ai fait une partie de ma scolarité en milieu spécialisé jusqu'à la fin du collège. Ensuite, j'ai fait mes 3 années de lycée dans un lycée proche du domicile de ma famille. Et j'ai ensuite fait mes études supérieures. Et dans mes études supérieures, il y a eu 3 ans d'école d'assistante sociale où j'ai appris mon métier à la fois par la théorie et par des stages pratiques qui m'ont permis de savoir de suite si c'était vraiment le métier qui me convenait ou pas et comment j'allais m'adapter à ce métier en fonction de ma cécité. Voilà. Et donc, suite à l'obtention de ce diplôme il y a 30 ans, j'ai exercé 5 ans ce qu'on appelle en polyvalence de secteur, donc c'est en mairie, ça veut dire en gros accueillir le tout venant, comme je dis toujours,
de la femme enceinte jusqu'à la personne âgée qui a besoin d'être placée en institution et en passant par des gens qui sont au chômage, des gens en recherche de logement, enfin voilà, tous les problèmes de vie courante que rencontrent les gens d'un quartier. Après ces 5 années, j'ai fait un petit arrêt pour un congé parental. J'ai enchaîné avec le métier de professeur parce que j'ai voulu à l'époque rentrer à l'Éducation nationale en tant qu'assistante sociale et ça n'a pas été possible. Donc quand je ne peux pas rentrer par la porte, je rentre par la fenêtre. Et après être rentrée par la fenêtre des professeurs, j'ai enseigné pendant 4 ans ou 5, je ne sais plus. Et même si le métier d'enseignante me plaisait bien, je crois qu'il y a des métiers qu'on a choisis comme ça et sur lesquels on se sent bien, on y retourne. Donc c'est là que j'ai intégré le poste d'assistante sociale à l'Éducation nationale que j'ai du coup depuis plus de 20 ans. D'accord. Et tu as enseigné quelle matière? Alors, pareil, j'ai enseigné ce qui s'appelle les sciences médico-sociales et la communication en santé et action sociale. C'est ce qui correspond à l'ancien bac F8 pour les plus anciens et maintenant au baccalauréat ST2S, sciences techniques, sanitaires et sociales. D'accord. Ok, merci Valérie. Alors Jean-Marc, toi tu es assistant social. Alors assistant de service social. Donc moi j'ai fait mes études en milieu ordinaire puisque ma déficience visuelle en fait est arrivée en cours d'emploi. Donc j'ai fait un bac général, ensuite un passage à la fac de droit et de sociaux à Aix, et ensuite donc les 3 ans d'études d'assistant de service social. Donc ça n'a pas changé au jour d'aujourd'hui, c'est toujours ce cursus de 3 ans avec pas mal de stages, notamment en 3e année. Donc j'ai intégré ensuite l'association habilitée dans laquelle je travaille actuellement. Donc c'est une sauvegarde de l'enfance. Il y en a dans quasiment tous les départements. Et c'est une association donc, qui intervient dans le champ de la protection de l'enfance avec des habilitations justice. Et en ce qui concerne la sauvegarde des Bouches-du-Rhône, il y a également d'autres pôles qui ont été développés, comme le médico-social. Mais en ce qui me concerne, donc, je suis resté dans le champ de la protection de l'enfance. Et donc, j'ai fait une dizaine d'années sur le secteur, donc sur des suivis de dossiers, des mesures de suivi ordonnées par le juge des enfants, donc pour des mineurs réputés en danger, avec donc, grosso modo, un travail de suivi à domicile et un travail d'écrit, donc de rapport concernant ces situations-là. Et par la suite, donc, j'ai eu un accident du travail qui a contribué à la détérioration de ma vision. Et donc la question du reclassement interne s'est posée. Donc elle s'est bien articulée avec l'employeur. Et j'ai intégré un service sédentaire, donc toujours dans cette association-là. Donc un service qui procède à des enquêtes dites enquêtes rapides, c'est-à-dire qu'il n'y a pas lieu d'aller sur le secteur, il n'y a pas lieu d'aller à domicile. Les personnes sont reçues au bureau, en fonction donc des pièces du dossier, donc à la demande la plupart du temps des juges des enfants. Et également, donc, il y a eu aussi une action dans le cadre de l'accès au droit, puisque donc on est amené à renseigner les justiciables pour toute question relative à la protection de l'enfance, puisque le dispositif de protection est articulé entre le département et la justice, et parfois c'est un petit peu complexe de savoir qui va faire quoi. Donc il y a nécessité de creuser les problématiques. Oui, je précise simplement qu'en cours de parcours, j'ai fait aussi un temps des vacations dans les instituts de travail social. Notamment, c'était essentiellement pour présenter le dispositif de protection de l'enfance, donc auprès des éducateurs spécialisés et des assistants de services sociaux, et aussi un petit peu, à un moment donné, de la guidance de mémoire pour les assistants sociaux, puisqu'ils doivent produire un mémoire individuel en fin de parcours. Et donc là, il y a un accompagnement qui est possible avec un professionnel, notamment sur les écrits, et puis préparer un peu la présentation orale pour le jury. Et j'ai participé aussi à un moment donné au jury de la DRAS pour les validations de diplômes, en fin de parcours.
D'accord, pour des étudiants. Pour les étudiants qui faisaient donc ces études-là, oui. Les études services sociaux, assistant de services sociaux, c'est 3 ans, c'est ça? Voilà, c'est 3 ans avec beaucoup de stages, notamment en dernière année, production d'un mémoire, il y a des soutenances orales. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Je rebondis juste sur ce que tu disais, Jean-Marc. Le travail que tu as fait au niveau de la formation, tu l'as fait récemment depuis l'apparition de ta déficience visuelle ou avant? Non, alors justement, je l'ai fait avant et c'est vrai que la déficience visuelle, elle a eu quand même un impact sur mes possibilités. Puisque tout ce qui est formation, en tout cas à mon niveau, ça nécessitait beaucoup de lecture en fait, beaucoup d'assimilation de textes, d'écrits pour après intervenir à l'oral. Et c'est vrai que ça c'est quand même un obstacle, même un petit peu à l'heure actuelle, pour ce que je fais dans le cadre des enquêtes, puisque lorsqu'il y a beaucoup de pièces écrites à exploiter, ça je vais développer un petit peu plus tard, il y a souvent nécessité d'une aide dite humaine, donc de l'intervention d'un tiers pour exploiter certains documents qui sont trop lourds, trop longs ou qui nécessitent, on va dire, une lecture diagonale, puisque les logiciels qu'on utilise, notamment NVDA, disons que ne sont pas suffisants pour se lancer dans une exploitation d'un texte qui est trop long. Je pense que l'aide humaine est nécessaire. Est nécessaire, oui. Donc c'est vrai que pour ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'accompagnement des étudiants, ça nécessite effectivement d'ingurgiter une grande quantité de documents. Donc tu pourrais le faire, mais avec une aide humaine, c'est ça que... Voilà, et du coup, comme je faisais ça en plus de mon activité, ça c'est quelque chose que j'ai lâché. Que tu as lâché, par souci de temps, enfin à défaut de temps, quoi. Voilà, un petit peu à regret, mais ou alors il aurait fallu mettre en place une aide humaine spécifiquement pour ça, mais comme je suis à temps plein sur mon autre poste, voilà, j'ai lâché cette activité. Les semaines 50 heures, je comprends. Ouais. Voilà. Alors moi, je compléterais juste pour dire que cette activité-là, elle peut se poursuivre. Évidemment, elle va demander, comme toutes nos activités, plus de temps qu'à une personne non handicapée visuelle. Et puis des choix. Par exemple, toi, tu as fait l'accompagnement de mémoire. Ça, moi, je ne le ferai pas parce que c'est vrai que là, ça demande beaucoup de recherche pour accompagner l'étudiant. Mais par contre, j'ai fait et à la fois de l'enseignement en centre de formation et de l'accompagnement sur ce qu'on appelait les dossiers de pratique professionnelle. Donc, où là, c'était plus lié à la pratique et je prends aussi des stagiaires. Donc voilà, l'accompagnement en centre de formation et le jury, j'ai aussi participé à des jurys. Je l'ai fait qu'une fois, mais pareil, j'ai choisi l'épreuve pour laquelle je savais que je rencontrerais le moins de difficultés. Oui, tu n'as pas voulu te mettre en difficulté ou perdre trop de temps. Voilà. Ouais, notamment, j'ai pris cette épreuve sur le dossier de pratique professionnelle parce que je savais que je recevrais les documents qu'à l'avance, que j'ai pris qu'une journée de... Donc, on avait 5 candidats aussi, je ne sais plus. Je me suis pas inscrite sur 3 journées d'examen parce que je savais que moi, lire les 6 dossiers, il fallait que je les scanne, il fallait que je les lise, qu'éventuellement je me fasse décrire certains schémas ou certains tableaux faits par les étudiants. Donc je savais que ça me prendrait plus de temps. Donc, et c'est pour ça que par exemple, je n'ai pas pris la correction. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait une synthèse de dossier. Ça, je l'aurais pas fait, par exemple, parce que je savais que tout ce qu'il y avait à mettre en place autour de ça demanderait une organisation trop importante. Ouais. Tiens, j'ai une question pour toi, tant que tu as la parole, Valérie. Tu nous as raconté ton parcours, mais pourquoi as-tu décidé de faire ce choix de formation, de carrière? Est-ce que c'est suite à une rencontre ou par des amis Comme moi, je l'ai décidé jeune, juste au sortir du bac. Je savais ce que je voulais pas faire. Donc, je savais qu'il y avait des métiers, genre le commerce, tout ça, c'était pas pour moi. Ça, je le savais. Donc, comme un certain nombre de déficients visuels, j'avais été un peu attirée par le métier de kiné. Puis finalement, j'ai bien fait de pas le faire parce que les études me plaisaient, mais pas forcément l'exercice. Donc, à l'époque, on nous disait que les métiers tels que psychologue, c'était déjà un peu bouché, c'était 5 ans d'études. J'avais un peu peur de faire 5 ans pour rien, pour pas forcément être employable ou employé au bout. Donc, le métier d'assistant de service social me convenait bien. Et bon, on va être un peu cru, mais malheureusement, des gens en difficulté, il y en a eu, il y en aura et il y en aura encore. Donc, je me suis dit que normalement, c'était pas une profession où il y avait énormément de chômage.
Donc ça m'allait bien, des études courtes et aussi des études qui permettaient tout de suite, avec le nombre de stages, parce qu'il y avait 50% de stages, 50% de théorie, de savoir si réellement j'allais m'adapter au métier ou pas. Ouais, je comprends. Et même question pour toi, Jean-Marc, pourquoi as-tu décidé cette... En fait, bon, il y a la notion quand même d'accompagnement du public, moi, qui m'intéressait. Et puis, dans les domaines d'enseignement, il y a quand même des domaines administratifs, il y a du juridique, il y a de la santé. Donc, il y avait quand même des thématiques qui me parlaient, qui m'intéressaient. Et j'avais fait ce passage à la fac de droit. Et à ce moment-là, pour moi, le volume à absorber en fac de droit, à la fois était vraiment important, mais en plus, il ne me passionnait pas. Je pense qu'il aurait fallu peut-être faire 2-3 ans en fac avant d'arriver sur une thématique juridique qui m'aurait plus intéressé. Donc il y a eu un peu cet écueil de devoir passer par une phase généraliste en fac de droit qui m'a un peu dissuadé. Et voilà, bon, comme disait Valérie, c'est aussi des études qui ouvraient directement vers l'emploi. Voilà, donc, oui, avec une quasi-assurance de trouver, enfin une assurance non, mais en tout cas c'est porteur, quoi. C'est un métier. C'est porteur. Alors ça l'est toujours, puisqu'il y a toujours beaucoup d'embauches. Alors bon, j'ouvre une parenthèse, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de jeunes diplômés qui ne restent pas forcément longtemps aussi dans nos services, parce que le travail est quand même assez difficile. Il y a aussi peut-être un manque de reconnaissance au plan financier par rapport à d'autres diplômes. Voilà, donc ça, on est un peu actuellement dans une phase un peu complexe où les jeunes diplômés restent pas forcément longtemps et il y a un turnover qui n'existait pas à l'époque, en tout cas moi où j'ai commencé, donc un peu comme Valérie, je crois il y a une trentaine d'années. C'est intéressant. Et tu penses que c'est parce que le métier a changé ou parce que les attentes de ces personnes sont différentes? Je pense que le métier, disons qu'il a changé dans le sens où les rapports déjà avec les usagers, en tout cas dans certains services d'accompagnement, se sont durcis. Il y a quand même des populations très complexes à accompagner. La représentation un peu commune du métier d'assistant social, c'est un usager qui a besoin d'aide et qui va s'adresser à un assistant social qui va pouvoir fournir une aide. Aujourd'hui, la prestation d'aide, elle n'est pas évidente à fournir. Pour X raisons. Bon, après, on peut rentrer dans des débats politiques, mais pour des questions financières, matérielles, de financement. Et donc, les services sociaux qui accompagnent les publics en difficulté sont parfois eux-mêmes en difficulté pour assurer des accompagnements de qualité. Complètement. Voilà. D'où le fait qu'il y a quand même un peu une distorsion entre les anciens qui sont en poste depuis un certain temps et les nouveaux qui arrivent et qui peuvent rapidement être un peu déstabilisés et partir ensuite vers d'autres services, voire d'autres métiers. Parce qu'il y a peut-être une vision un peu idéalisée du métier. Une vision un peu idéaliste du métier. Ouais. Alors c'est pour ça que aussi j'étais intéressé moi pour intervenir, parce que, bon, c'est pas pour non plus dissuader des futurs étudiants, mais il faut quand même pointer peut-être déjà les difficultés du métier en elles-mêmes, et puis les difficultés auxquelles peuvent être confrontés les déficients visuels, parce que, de mon point de vue, il y a une difficulté supplémentaire à aborder. Voilà, il y a une double difficulté, on va dire. Alors justement, on en vient effectivement à l'exercice de vos métiers respectifs, dans le quotidien de votre travail. Comment, alors je vais rester à te poser la question, Jean-Marc, puisque tu as la parole. Comment, alors par rapport aux difficultés que tu peux rencontrer, donc liées à ta déficience visuelle, comment as-tu mis en place des solutions ou de contournement pour pallier effectivement? Alors les solutions de contournement, bon, d'abord, c'est intéressant aussi que Valérie, elle qui a l'éducation nationale, donc c'est public. Moi, je suis dans le champ privé avec un contrat de travail, mais dans l'association, on a un référent handicap parce qu'on est une grosse association. Donc j'ai quand même un interlocuteur en plus de ma direction qui peut être sensibilisé à l'aménagement de poste. Donc il y a des financements qui ont été obtenus alors auprès de la GFIP, puis de l'OETH, puisque nous, l'association, collecte auprès de l'OETH, on est convention collective 66, et donc les aménagements de postes se sont traduits essentiellement par du matériel informatique dans un premier temps, avec les logiciels adaptés, téléagrandisseurs vocalisés, bon, tout ce qui est téléphonie, scan, etc.
Et par la suite, quand le handicap s'est accru, donc que certains moyens techniques étaient plus suffisants, là il y a eu mise en place de dossiers de RLH, donc reconnaissance de lourdeur du handicap, qui a permis de dégager un volume d'heures d'aide humaine, notamment pour la lecture rapide des pièces les plus complexes et les plus fastidieuses à faire passer par un logiciel de vocalisation. Et puis après, pour des petites tâches, enfin toutes bêtes, il y a des pièces à exploiter qui sont manuscrites, qui ne peuvent pas être exploitées par les logiciels. Voilà. Enfin, bon, je ne veux pas trop rentrer dans la technique, mais c'est vrai que l'aide humaine me paraît indispensable, enfin en tout cas moi dans mon poste actuel, et je pense que pour la plupart des déficients visuels, ça me paraît nécessaire. Donc c'est un de tes collègues qui, quelques heures par semaine, quelques jours, comment Voilà, quelques heures par semaine, j'ai un collègue, alors la secrétaire aussi un peu en complément. En général, on prend les dossiers les plus complexes, donc je donne un exemple tout bête, hein, si j'ai par exemple une évaluation à faire pour le juge des enfants, et que dans le cadre de cette évaluation, il y a déjà eu une enquête qui a été réalisée, par exemple, pour un autre magistrat, par exemple dans le cadre d'un divorce, il faut que je puisse ingurgiter, exploiter cette enquête, et si elle fait 20-30 pages, et puis qu'on a aussi une expertise psychologique qui en fait une vingtaine, ça va faire 50 pages à exploiter, plus des procès-verbaux de police, par exemple, qui parfois sont en plus mal dactylographiés, donc qui passent mal au scan. Donc finalement, avec quelques heures par semaine de lecture rapide, moi je saisis en même temps au clavier, donc un peu comme si je prenais sur un bloc-notes des petites notes perso, et ensuite je les resynthétise, je les remets en forme, ce qui fait qu'après j'ai une base de départ pour pouvoir recevoir la personne qui va être convoquée. Et donc à partir de là... D'une certaine organisation, excuse-moi, ça demande un peu d'organisation. Voilà, ça demande beaucoup d'anticipation. Oui, c'est ça. Ça demande de l'organisation, et ça veut dire que moi, le jour où je reçois quelqu'un, j'ai un dossier qui est tout prêt, avec des champs que j'ai déjà moi-même remplis, et en général, avant de recevoir la personne, je réécoute mon propre document, ce qui fait que pour la conduite d'entretien, j'ai les points forts à aborder en tête. Donc là, c'est vrai qu'il y a aussi une question de mémoire qui entre en jeu. Et je pense à ce qu'a dit Mathieu Juglar sur ce plateau, puisque lui, donc, en tant qu'avocat, il doit exploiter beaucoup de pièces. Et il expliquait qu'il avait un travail assez phénoménal de lecture et d'assimilation à faire avant sa plaidoirie. Alors, moi, je ne suis pas du tout dans le cadre d'une plaidoirie, mais je suis plutôt dans le cadre d'une conduite d'entretien. Et pour cet entretien, il faut que je puisse quand même aborder les points forts qui sont à l'origine du signalement qui est arrivé chez le juge. Voilà, donc il faut que je puisse m'appuyer sur des points qui ont été exploités en amont et que j'aurai bien en tête à ce moment-là. Et donc les personnes viennent dans ton bureau, ce que tu expliquais, c'est plus toi qui te déplaces, ce sont eux qui viennent à toi. Et tu es seul pour l'entretien, l'assistant qui t'a fait la lecture n'est pas là. Voilà, donc je suis seul pour la conduite d'entretien. Donc là, je prends des notes, je coupe la synthèse vocale parce que, bon, déjà l'entretien parfois n'est pas évident pour la personne. Il peut y avoir de l'émotion, il y a des choses un petit peu difficiles, un petit peu douloureuses même à aborder. Donc il est hors de question que la synthèse vocale répète ce que je suis en train de taper. Oui, bien sûr. Tu mets des écouteurs peut-être? Même pas, non, je fais vraiment une prise de notes, on va dire flash, au clavier. Bon, j'ai appris le clavier, j'ai un clavier standard, un AZERTY traditionnel. Donc je fais une prise de notes un peu flash, et après à la réécoute, je la remets en place, je la reformalise, on va dire. Donc la personne qui est en face de moi n'entend pas ce que je tape. Jusqu'à présent, il n'y a jamais eu aucun problème, on va dire, lié à mon handicap et à la prise de notes. D'autant que les pièces en général, je les ai exploitées en amont. Et si la personne produit des pièces à ce moment-là dont je n'avais pas connaissance, je diffère l'exploitation. Donc ça veut dire que je prends les photocopies et j'indique à la personne que ces pièces-là, donc je prendrai le temps de les traiter voilà, ultérieurement dans un second temps, ce que je fais par la suite. Et jamais les personnes
poser des questions sur comment tu prends des notes ou comment tu as pu lire les documents Non, alors non. là, souvent, en fait, je leur dis, quand ils rentrent dans le bureau, je leur dis, voilà, je suis déficient visuel. De toute façon, il y a énormément de matériel dans le bureau. Entre eux et moi, il y a l'ordi, il y a un tel agrandisseur, il y a un scanner au milieu, enfin voilà, il y a pas mal de bazar. C'est visible. C'est visible. Bon, j'allume la lumière pour qu'ils soient à l'aise. Bon, moi, ça ne me gêne pas. Si l'entretien dure 1h15, en moyenne, c'est entre 1h et 1h30, on va dire. Ça n'a jamais posé problème. Alors, je reçois des mineurs également. Et ça n'a pas posé non plus de problème particulier. Alors, bien sûr, je les reçois un à un, isolément. Et puis, pour les dossiers, on va dire, trop lourds ou trop complexes, si par exemple, il y a une fratrie avec 4 enfants, 5 enfants, ça va plutôt être un collègue qui le prend. Parce que je ne pourrais pas, on va dire, entendre un mineur pendant que les autres sont dans la salle d'attente. Autant ils feront du bazar, il faudra intervenir pour un peu réguler tout ça. Donc on a fait un petit peu quelque chose à la carte. Et c'est un peu ce que soulignait Valérie tout à l'heure quand elle disait qu'elle, par rapport aux soutenances, enfin au jury, etc., elle avait fait le choix de ne prendre que certaines épreuves. Là, il y a certains dossiers, par exemple, qui seraient plus complexes pour moi à aborder. Donc c'est plus mon collègue qui les traite. Ça nécessite une bonne organisation, une collaboration avec ton collègue. Voilà, bonne collaboration. Répartir. Mais ça fonctionne bien. Pose pas de difficulté. Non. Tu lui donnes les fratries de 5, 6, 8 enfants. Et il les prend à bras ouverts. Avec joie. Avec joie. Merci. Valérie, c'est un peu la même question pour toi, finalement, dans ton quotidien professionnel, actuel, voilà, les difficultés que tu peux rencontrer et surtout les solutions que tu as mis en place. Alors, si tu me permets, je ferai juste un tout petit retour en arrière sur les obstacles au métier, ou en tout cas comment le métier a évolué, pour compléter ce qu'a dit Jean-Marc. Je pense que ce qui a fait aussi que le métier a évolué, c'est les institutions qui n'ont pas les mêmes attentes du travail social, de l'assistante sociale ou de l'assistant social qu'autrefois. Et notamment, beaucoup d'institutions développent à la fois beaucoup d'activités collectives, donc à destination d'un public cible, par exemple un groupe de personnes au RSA, un groupe d'enfants. Moi, dans mon métier d'assistante sociale à l'éducation nationale, je peux faire des animations de groupe, du travail de prévention auprès des classes. Je le fais, je fais pas tous les travaux de prévention, je les choisis là aussi. Mais voilà, donc il y a une grosse influence du travail collectif et qui là pour nous est abordable, mais là aussi avec une certaine organisation. Donc, qui moi, à titre personnel, je préfère le travail individuel que le travail collectif. Donc, c'est aussi ce choix. Et les politiques des institutions font que, par exemple, en mairie, moi, quand j'ai commencé, je recevais le public le temps qu'il me fallait pour les recevoir, et la personne arrivait avec tout son sac de problèmes. Je sais qu'aujourd'hui, dans certaines mairies, dans certains départements, les gens ne doivent venir exposer qu'un seul problème à la fois. S'ils viennent pour un problème de logement, pour un problème de santé, etc., on va leur dire, tiens, aujourd'hui, tu as parlé du logement, la santé, ça sera dans le rendez-vous de 2 semaines. Moi, personnellement, ce travail-là ne me conviendrait pas. Donc, je vais être très claire. Si j'aime encore mon métier, je l'exerce avec beaucoup de plaisir. Je ne suis pas certaine qu'aujourd'hui, si j'avais 20 ans, je ferais encore ce métier. Pour ces raisons-là. Voilà. Et j'ai la chance qu'à l'Éducation nationale, je peux exercer ce métier à ma sauce, on va dire. Bien sûr, j'ai suivi les évolutions législatives, réglementaires et autres, mais ma manière de conduire mes entretiens et la manière dont j'interagis avec le public et avec mes collègues n'ont pas été impactées par les évolutions du métier. Je comprends. Voilà, donc après ce petit retour en arrière, comment je me suis adaptée. C'est très intéressant parce que du coup, ça peut expliquer en partie pourquoi les jeunes professionnels qui arrivent dans ce contexte-là s'y retrouvent pas. S'y retrouvent pas, et aussi pourquoi je sais qu'il y a des jeunes diplômés que je félicite, parce qu'ils ont été jusqu'au bout de leurs études. Je pense qu'elles se sont, d'après ce qu'elles m'ont dit dans leur témoignage, trouvées plus en difficulté que moi, tant pour faire leur stage de pratique professionnelle que pour trouver du travail. Donc là, c'est pour ça que même si ce sont des métiers accessibles, voilà, ça demande quand même de la conviction des employeurs, de nos propres collègues. Il ne faut pas oublier que pour nos collègues, la personne handicapée, c'est le client, c'est l'usager, c'est pas son collègue. Combien de fois, quand j'arrive en réunion,
on me demande si je viens pour quel service, etc. Et quand je dis bah non, je viens pour une synthèse, je viens pour une réunion, on me regarde avec des yeux voilà. Non, c'est pas elle. Ah bah alors trop bizarre. Voilà. Donc ça, faut pas l'oublier quand même que pour la plupart de nos collègues, le handicapé c'est l'usager, c'est pas son collègue. Donc, tu me racontais en préparant que tu avais postulé au 15-20, c'est ça? Voilà, quand j'ai commencé, j'ai postulé au 15-20 en me disant comme c'est un endroit où les déficients visuels sont accueillis, conseillés, etc., j'ai peut-être ma place. J'attends toujours la réponse à ma candidature, et surtout qu'à l'époque, j'avais pas caché ma cécité. C'est vrai que aujourd'hui, je le dis dans mes recherches d'emploi, je le dis parce que j'ai évolué là-dessus. Enfin, j'ai évolué. Enfin voilà, alors que à l'époque, je me disais est-ce que tu le dis, est-ce que tu le dis pas. Alors maintenant, j'ai trouvé une façon de le dire dans le CV. Je marque des choses comme adhérente d'association pour où je mets sur les chiens guides, puisque avant j'avais un chien guide. Donc je mets des mots dans ma lettre de candidature et dans mon CV qui dit que si tu le lis attentivement, tu comprends bien que je suis pas. Il y a des indices quoi. Il y a des indices. Voilà. Donc ça c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai un peu perdu le fil. Non, après, c'était au contraire. Voilà. Le quotidien, les difficultés et les solutions. Voilà. Moi, je suis un petit peu en amont du travail de Jean-Marc, c'est-à-dire que moi, j'ai rarement les dossiers en amont. C'est-à-dire que les gens arrivent dans mon bureau avec soit une demande d'aide pour la cantine, soit une demande d'aide parce que à l'école c'est compliqué, les résultats scolaires de leur enfant, soit parce qu'en famille c'est compliqué. Donc, je ne sais pas toujours, je sais assez rarement que telle personne va m'apporter tel problème et tel dossier. Donc par exemple, quand je reçois quelqu'un qui a besoin d'une aide financière, il arrive avec ses factures, ses charges et ses ressources. Donc là, j'avoue que si j'ai pas l'aide humaine, je mettrais beaucoup de temps, tout comme n'importe quel non-voyant ou malvoyant va mettre plus de temps à lire sa facture d'EDF pour connaître juste le montant qui va lui être prélevé le mois prochain. Un voyant, ça lui prend 2 secondes à peu près, je dirais. Un non-voyant, le temps qu'il place sa feuille sur le scanner, qu'il la scanne dans le bon sens, qu'il lise toute la feuille pour trouver le montant, à quelle date c'est prélevé, et qu'il n'y ait pas d'erreur de numérisation non plus dans les différents codes. Là, je pense qu'il faut à peu près 3 minutes par papier. Donc ça, si je me le refuse à le faire déjà sur le plan personnel, c'est pas pour le faire sur le plan professionnel. Donc là, l'aide humaine, elle m'est indispensable là-dessus. D'autant plus qu'à l'éducation nationale, j'ai aussi des données à exploiter qui viennent des logiciels qui ne sont absolument pas adaptés, ni pour les élèves, ni pour les parents d'élèves, ni pour les professionnels handicapés visuels. On va dire le gros mot, il s'appelle Prenote, ou ENT, espace numérique de travail. Donc la plupart de ces logiciels étant très mal pourvus en accessibilité, quand je fais le suivi d'un élève pour savoir celui-là il est absent, faut que tu le vois, il vient pas à l'école. Ah ok. Bon alors moi j'analyse. Il est absent toute la journée, qu'une partie de la journée c'est le matin parce que c'est dur de se lever. Ça quand on regarde le logiciel c'est des graphiques avec des couleurs pour dire si c'est un retard, si c'est une absence excusée pour maladie, si c'est une absence justifiée par la famille, etc., etc. Donc toutes ces informations qui vont être visuelles, là, si j'ai pas mon assistante pour aller me chercher l'information et me la communiquer oralement, je suis un peu dans les choux quand même. Pareil, donc je consulte les bulletins scolaires des élèves, je consulte le dossier scolaire. Pas plus tard que ce matin, j'aurais pu d'ailleurs être très empêchée de venir ce soir puisque il y a une jeune élève qui est venue faire des révélations de maltraitance. Donc j'ai dû quand même aller regarder dans le dossier scolaire pour avoir les éléments d'état civil, son parcours scolaire passé, etc. Là c'est pareil, si j'avais pas l'assistante avec moi, j'y serais peut-être encore. Donc voilà. Et cette assistante, elle t'aide au quotidien ou c'est certaines heures par semaine? Alors, moi j'ai évalué que pour un plein temps de travail, une assistante à mi-temps me suffisait, puisque c'est vrai que tout comme Jean-Marc, j'ai pas besoin qu'elle soit là dans les entretiens. Mais j'ai besoin qu'elle soit là. Par exemple, là, ce matin, elle travaillait cet après-midi. Quand j'ai vu que j'allais avoir à faire un signalement pour cette petite jeune fille qui subit des maltraitances, je lui ai envoyé un SMS en disant tu peux arriver plus vite, s'il te plaît, parce que comme ça, moi, je commence à remplir le document que je dois envoyer
à la cellule de recueil des informations préoccupantes qui va après au parquet pour ce document-là. Et donc, du coup, il y a toute une partie administrative avec des cases à cocher, avec des éléments à mettre dans des tableaux. Alors, je peux le faire seul, mais évidemment, je vais mettre plus de temps. Ouais. Et surtout, la façon de cocher les cases, c'est... aussi bien JAWS que NVDA, il n'y en a aucun des deux qui est capable de me dire si la case est bien cochée, pas cochée, si en cochant j'ai fait un décalage en insérant du texte, est-ce que j'ai mis un bazar monstre dans le document qui fait que tel élément qui d'habitude se trouve à telle page va se retrouver décalé à l'autre page, etc. Donc j'aime bien avoir quand même un regard de bonne complétude de mon document. Et que les cases soient bien cochées là où il faut, etc., dans le tableau et tout, pour que mon interlocuteur au bout, il ait le même document que si c'était celui qui était adressé par mes collègues. Et alors là, je vais quand même me jeter des fleurs, c'est que je pense que du coup, par rapport à d'autres collègues qui, encore aujourd'hui, vont écrire à la main, vont rendre un travail qui ne sera pas forcément lisible pour tout le monde, moi au moins, comme j'écris à l'ordinateur, mon travail il est lisible par tout le monde et exploitable par tout le monde. Ça c'est l'avantage. Donc voilà, on peut se jeter des fleurs quand même de temps en temps. Ouais, mais il faut. Voilà. Et donc finalement, ton assistante, tu t'aides à la fois en amont pour exploiter les documents et en aval pour faire ce type de démarche administrative. Voilà, pour chercher donc des informations. Quand je fais des informations collectives, quand j'anime des ateliers avec des élèves, là, en général, je peux le faire seul sur certains sujets, ça m'est déjà arrivé, mais c'est vrai que la gestion du groupe classe, et ça c'est mon passé d'enseignante aussi qui me le fait dire, n'est pas forcément simple seule. Donc, soit je co-anime mes interventions avec l'infirmière scolaire ou avec la conseillère principale d'éducation, ou sinon avec mon assistante qui va, par exemple, quand on fait une intervention sur le harcèlement, puisque c'est un peu ça qui est aussi à la mode en ce moment, si on voit que, par exemple, il y a un élève au fond de la classe qui a une drôle d'attitude, qui est agité, etc., moi, je ne vais pas forcément m'en rendre compte devant 30 élèves, lequel est agité juste parce qu'il regarde un truc par la fenêtre ou lequel est agité parce que justement, ce que je dis, ça le bouleverse un peu, etc. Et donc là, c'est le rôle de l'assistante ou de ma collègue d'aller vers cet élève soit de lui dire de venir me parler, enfin voilà, de faire cette interaction qui fait que là, j'ai eu un élément visuel qui m'a échappé, quoi. Oui, donc quand tu interviens dans un groupe, tu viens toujours avec ton assistante. Je préfère. Je peux le faire sans, mais très honnêtement... Et comme dans beaucoup de travail de groupe, même nos collègues voyants préfèrent être en co-animation. De toute façon, souvent. Oui, en binôme. Voilà. Et pour les déplacements sur le terrain, comment tu t'organises ? Alors, pour les déplacements sur le terrain, moi, je me déplace pas mal puisque je suis amenée, donc je travaille dans un collège et dans un lycée, donc je ne suis pas sur le même établissement. J'ai de nombreuses réunions à l'extérieur de mon établissement, donc soit dans d'autres établissements scolaires, soit dans d'autres instances du département. Donc, je suis amenée à me déplacer assez souvent. Et puis, je peux être amenée, quand la situation l'impose, à faire des visites à domicile. Donc, en l'occurrence, pour les visites à domicile, je m'arrange soit pour y aller en binôme avec ma secrétaire quand c'est nécessaire, soit si je travaille en partenariat avec mes collègues du département, on peut essayer de faire des visites à domicile à deux. Alors, je le fais pourquoi à deux ? Parce que d'abord, comme... Là aussi, beaucoup de collègues au département font des évaluations à deux, donc je vois pas pourquoi moi je les ferais pas à deux aussi. Et que du coup, la personne qui est mon binôme va pouvoir exploiter les éléments purement visuels qu'on va recueillir à domicile. Et puis parce que aussi se rendre au domicile des personnes, ça prend du temps, comme pour tout non-voyant et malvoyant qui se déplacent. Donc je me dis que je peux pas, sur mon temps de travail, me dire que ça va me prendre plus de temps que mes collègues, et ça me fait perdre du temps, et du coup je vais faire moins de quantité de travail, parce que pour aller au domicile de quelqu'un, il faut que je fasse mon étude de trajet, enfin vous voyez, tout ce qui... Tout ce qu'on va faire pour aller chez quelqu'un normal quand on est chez soi, qui va nous prendre du temps, ce temps-là, si je le prends professionnellement, c'est autant de temps sur lequel je ne suis pas sur le terrain. Donc là, je préfère faire le côté pratique, être accompagnée à domicile. Et puis parce que voilà, comme dans toute visite à domicile, tu arrives au bas de l'immeuble, si c'est un interphone avec des bandeaux déroulants, tu n'arriveras jamais à sonner chez la personne. Voilà, et c'est vrai qu'appeler à ce moment-là la personne pour lui dire écoutez, je suis en bas, etc., ça peut aussi mettre une dynamique. Surtout quand la personne n'a pas trop envie que tu arrives chez elle, par exemple. Dans ces cas-là. Par exemple.
Ce qui peut arriver, en effet. Ouais. Voilà. Ouais. Et est-ce qu'il y a, tu vois, c'était une question, mais des publics en particulier où ta déficience visuelle peut poser problème, ou tu peux être un petit peu plus en difficulté? Et je décryperai 2 publics qui, pour moi, constituent, alors pas une impossibilité, mais une difficulté majeure. Alors, je vais prendre le plus simple. Hein. Ça m'est arrivé quand j'étais en mairie. J'ai dû recevoir 2 fois des personnes sourdes et qui n'avaient pas la parole. Comment dire? C'était pas simple. Il y en a une, on a fait par écrit, et à l'époque, j'avais une secrétaire qui a pu venir, donc qui a pu lire ce qu'écrivait la personne. Donc là, ça s'est fait comme ça. L'autre personne, on n'a pas pu faire l'entretien, c'était vraiment trop compliqué. Elle lisait pas sur les lèvres. Moi, à l'époque, j'avais pas d'ordinateur. J'ai quand même exercé pendant 2 ans à la mairie de Paris pour la nommer, sans ordinateur, sans secrétaire, sans rien. Ça n'a pas été... Ah ouais. Franchement, ouais, je l'ai fait. Aujourd'hui, je le referai pas. C'est le défi de la jeunesse qui fait que tu fais ça. Et puis parce que tu veux montrer que... Et donc ça n'a pas été facile. Donc voilà, ce public-là nous met quand même un peu en difficulté, on ne va pas se mentir. Et je dirais le public non francophone. Pourquoi? Parce que évidemment, nous, on est quand même dans le verbal. Hein, même si on perçoit du paraverbal et du non-verbal, on est quand même plus limité. Donc même si, comme mes collègues, j'utilise Google Traduction... parfois les gens vous montrent des choses sur des documents. Enfin, voilà, le barrage de la langue va faire obstacle. Donc, par exemple, je ne prendrai jamais une mission, par exemple, dans un foyer. Alors, ça s'appelle plus Sonacotra. Hein, c'était le terme d'avant. Ça apporte ça, mon type. Voilà, avec une population que migrants. Par exemple, je n'irai pas sur un poste de mineurs non accompagnés, par exemple. Alors, il s'avère que dans mon collège, j'ai ce qu'on appelle une classe pour non francophones. Donc, on a beaucoup d'élèves qui arrivent de l'étranger, qui ne parlent pas français. Et certains sont soit mineurs non accompagnés, soit avec des parents non francophones. Donc, je me débrouille comme je peux. Mais j'avoue que si je ne faisais que ça toute la journée, ça serait un peu galère quand même. Oui, bien sûr. Est-ce que ça t'est arrivé parfois de te dire que voilà, c'était un petit peu trop compliqué, de te baisser un peu les bras, etc. Au cours de ta carrière ou... Non, alors j'ai eu 2-3 petits gags. Une fois, il y a une personne qui a commencé l'entretien et le temps que j'aille faire des photocopies, quand je suis revenue dans le bureau, et j'ai pas fait gaffe qu'elle était plus dans le bureau, donc j'ai commencé à parler. Et puis là, d'un coup, je vois que ça répond pas. Je me dis... c'est comme quand quelqu'un quitte ta salle à manger puis qu'il n'a pas dit qu'il était parti, que tu n'as pas vu qu'il est parti, que toi tu continues à soliloquer, hein. Mais bon, voilà, c'est le seul. Et là, j'ai bien ri. Voilà, c'est le seul gag qui m'est arrivé de refus. Par exemple, quand on reçoit certains élèves qui sont un petit peu en difficulté ou de langage ou très timides ou qui ont vraiment où c'est un peu compliqué. Souvent je mène les entretiens avec ma collègue infirmière parce que d'abord on aime bien travailler ensemble, voilà, pour donner un truc vraiment non visuel que moi j'avais pas perçu ce matin, pour être vraiment dans le vrai du vrai. Ce matin, la petite jeune fille que j'ai reçue et qui faisait ses révélations de mauvais traitements, elle était très à l'aise verbalement, franchement c'était très clair ce qu'elle me disait. Et je sais qu'elle avait quand même les larmes aux yeux. Et là, franchement, j'ai eu aucune perception de ça. Si ma collègue n'en avait pas fait écho, c'était un élément que je loupais. Dans la parole, tu sentais pas son émotion? Non, là, elle était vraiment dans la maîtrise de ce qu'elle... dans la manière dont elle me répondait, avec son grand sourire. C'est une jeune fille qui est bien à l'aise dans le verbal, etc. Là, franchement, parfois on le sent bien. Hein, mais là, dans cette situation-là, ce matin... C'est un critère qui m'avait échappé. Ah oui. Bon, je me doutais bien que c'était compliqué pour elle de me confier tout ce qui la chagrinait à la maison, mais hormis de me dire oui, je me comprends que c'est difficile pour elle, là, le côté larmoiement m'a totalement échappé. Ah oui. Et pourtant, j'ai l'habitude du non-verbal, hein, d'accord. Elle t'a mis la puce à l'oreille, heureusement. Voilà. Ouais. En sortant de l'entretien, elle t'a dit là... je sais pas. C'est pas pendant l'entretien, c'est après. Non, elle a peut-être. Ma collègue est assez fine parce que d'abord on a 20 ans de collaboration ensemble, donc et puis on travaille vraiment très efficacement ensemble. C'est-à-dire qu'elle a dû dire à un moment donné, vas-y, sèche tes larmes ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, oui. Voilà, elle sait ce que je vois pas et elle sait comment me rendre l'information. Sans pour autant prendre l'ascendant. Oui, non, ou prendre l'ascendant sur toi. Voilà. Parce que c'est pas à elle de mener l'entretien. On a un vrai travail
voilà, ou des fois quand je suis devant des parents justement non francophones et qu'on voit que les parents ils ont décroché, ça peut m'arriver de le penser et je reprends, mais des fois, voilà, quand les gens ils ont leurs yeux au plafond là en mode. Tu peux pas le percevoir. Je vais finir par le percevoir parce qu'en reformulant les choses, je vais comprendre que la personne n'a pas suivi, mais du coup, je vais le comprendre un petit peu avec un léger retard. Alors que quand ma collègue voit que la personne, elle est complètement pas à ce que je lui dis, eh ben, elle va reprendre d'un mot en disant on va peut-être vous réexpliquer. Enfin, voilà, elle me le fait comprendre avec beaucoup de tact et beaucoup de gentillesse qu'il y a un élément visuel là qui m'a échappé. Mais je crois qu'en plus, elle le fait sans, je vais pas dire sans conscience, mais comment dire naturellement. Ouais, par habitude de travail. Par habitude, parce que depuis 20 ans, vous travaillez en binôme. Voilà. Elle est assistante sociale elle-même? Elle est infirmière scolaire. Infirmière scolaire. Et tout comme souvent mes collègues, des fois quand je leur rappelle qu'ils m'envoient des documents que je peux pas lire, ils disent bah ouais, mais on a tellement l'habitude qu'on fait plus attention. C'est l'excuse, voilà. C'est l'excuse. C'est la grosse excuse. C'est censé être un compliment, c'est pour te faire plaisir, mais bon, le résultat... Oui, je pense que ça me fait plaisir quand même, mais des fois, tu as besoin quand même d'être reconnu dans ton handicap et que le problème de la technologie, c'est que la difficulté, elle a été déplacée. Certes, aujourd'hui, je peux lire à peu près tous les documents qu'on m'envoie, sauf que nos chers gens qui voient font maintenant des documents avec des tableaux, même quand il n'y a pas besoin de tableaux. Ils mettent ça sous forme... avec une certaine typographie, etc. C'est sans doute très beau à l'œil, mais les OCR n'aiment pas. Voilà, il y a des documents que j'ai plus de mal à exploiter, alors que je pourrais les exploiter, mais parce que les mises en forme, parce que voilà. Donc le problème, certes, la technologie nous a ouvert des portes qu'on n'avait pas, mais du coup, on rencontre d'autres difficultés. Mais je pense qu'il faut aussi peut-être se questionner sur la façon dont le handicap est perçu par l'entourage. Tout simplement, bon, moi, tu vois, dans mon activité, donc je suis dans mon bureau, les rendez-vous arrivent, la secrétaire qui est au rez-de-chaussée, pour m'indiquer que la personne arrive, elle fait un appel micro, ou elle m'appelle sur mon portable, elle me dit « Jean-Marc, ton rendez-vous est là », elle positionne la personne dans l'ascenseur, je la récupère à l'étage, elle vient dans mon bureau, il y a l'entretien qui se déroule, la personne repart. Et au bout de, on va dire, 1 mois et demi, quand j'aurai reçu le père, la mère, les mineurs, que j'aurai fait toutes les investigations, il y a production d'un rapport. La direction, les employeurs, même les collègues, ne savent pas exactement quelles sont les difficultés auxquelles on est confronté. Finalement, vu de l'externe, ça se déroule quasiment tout seul. Les personnes viennent, elles repartent. Après, il y a production d'un écrit qui est tout à fait correct, cohérent, comme de n'importe quel travailleur social. Donc je pense aussi qu'on a peut-être une responsabilité à sensibiliser l'entourage sur ce qu'on peut faire et ne pas faire, notamment le fait que les technologies d'assistance ont pris beaucoup de place, et heureusement, sans quoi, personnellement, je ne pourrais rien faire sans les technologies d'assistance. Mais quelque part, ça fait peut-être un peu écran aux difficultés qui sont les nôtres au quotidien. Ça masque les efforts constants qu'on doit faire. Voilà. Moi, par exemple, il y a 2 ans, la lecture des bulletins scolaires pouvait se faire, je les téléchargeais, je pouvais les faire avec, c'était Adobe Acrobat, je crois. Maintenant, je ne peux plus les faire par Adobe Acrobat. J'ai galéré, j'ai fini par trouver que finalement, quand je les lis avec Firefox, je peux les lire, ce qui me pose des problèmes de confidentialité, mais après, ça, je suppose que... Voilà, bon, un bulletin scolaire, c'est un peu confidentiel, mais pas... Voilà, tant pis, j'ai pas le choix. Mais ça, le fait de découvrir qu'il fallait que j'aille le lire sur Firefox, il y a personne qui me l'a dit. Hein. Ça m'a pris combien de manipulations avant de trouver que c'était cette solution-là de contournement qu'il fallait. Et ça, les collègues, enfin, ça, personne ne le voit. Les gens, ils voient, tu le fais, point barre. Et ils se questionnent plus. J'ai envie de dire, du temps, on avait nos tablettes, nos Poinçons et notre Perkins. Quand on l'apprenait, les gens, tout de suite, ça leur sautait plus aux yeux, le handicap et la concrétude de l'adaptation, alors que maintenant, ils ont tellement l'habitude de nous voir nous déplacer, c'est très bien, il n'y a pas de problème, mais du coup, ça masque tout ce qu'on doit déployer comme stratégie. Oui, parce que quand même demande, on ne va pas se mentir, de l'énergie, de l'effort, de l'adaptation constante.
Ouais. Voilà quoi. Et c'est vrai qu'on utilise les mêmes ordinateurs que les voyants, et donc ça se voit moins, et ils vont se dire, bon ben voilà, elle a son ordinateur vocal, elle a sa plage braille qu'elle branche, et donc tout va bien. Et le fait qu'il faut se former à chaque fois que je change d'appareil braille, que je m'auto-forme quasiment, et que du coup ça je le fais un peu sur mon temps perso, bon d'abord parce que j'avoue que je suis un peu technophile, donc j'ai du mal à me dire que j'ai un appareil qui est arrivé, et puis que je vais attendre qu'on me fasse la formation dans 4 mois, c'est juste intenable pour moi, donc je saute dessus le week-end et mes jours fériés, mais tout ça c'est des choses que personne ne perçoit quoi. Alors dans les autres métiers c'est pareil, hein. Mais ça, je crois que c'est aussi important quand même de le savoir et de le faire savoir. Et tout à l'heure, tu parlais de Pronote, qui est pas parfaitement, loin d'être parfaitement accessible. En fait, souvent, quand on est rencontré la difficulté pour accéder à l'information sur Pronote ou sur n'importe quel autre logiciel d'ailleurs, hein, les gens vont te dire « Ah, mais c'est parce que tu sais pas bien utiliser ton matériel ou t'as pas le bon matériel ». C'est pas du tout ça le problème. Ah non, c'est pas du tout ça le problème. Mais c'est difficile à expliquer. Ça veut dire qu'il faut savoir parler du handicap, parler de la technologie, et il faut parfois expliquer aux gens le pourquoi du comment, tu passes par ci, tu passes par là. Voilà. Mais je pense qu'ils ne sont pas vraiment au courant du matériel qu'on utilise ou des petites techniques utilisées. Moi, par exemple, dernièrement, j'ai eu un dossier à traiter où j'avais un afflux de pièces de toutes parts, donc peut-être une dizaine de fichiers à exploiter. Mon collègue m'a aidé pour les plus longues, mais par exemple avec un mini-enregistreur, j'ai lancé NVDA pour en enregistrer, faire des fichiers audio et pouvoir ensuite me refaire des résumés à partir du mini-lecteur enregistreur. Ah oui. Voilà. Mais ça, c'est comme un dictaphone en fait. Voilà, un peu comme dictaphone. J'ai branché l'ordi, j'ai lancé la synthèse vocale, j'ai laissé l'enregistreur sur le bureau, ça a pris toute la lecture et après j'ai pu me mettre sur le rapport et faire des pauses chaque fois que je voulais arrêter la lecture. Parce que si on se met à dérouler la lecture en continu, on ne peut pas saisir en même temps. Et on ne peut pas non plus naviguer d'un document à l'autre. Si on a 5-6 documents simultanés, on ne peut pas avoir 5 ordi branchés ou fermer 5 documents, réouvrir. Alors que quand on y voit, on a ces documents éventuellement sur le bureau, on les feuillette, on va à la page 3, on repart sur le document, page 2, page 20, on va aux conclusions, on revient à l'origine du dossier. Bon, on a une fluidité dans la recherche d'infos qui n'est pas du tout la même. Donc c'est vrai qu'il y a des petites adaptations à faire dont l'entourage n'a pas forcément connaissance en fait. Et chacun va avoir les siennes propres. Et chacun a les siennes parce que je crois aussi qu'il faut peut-être insister sur le fait qu'il y a plusieurs types de déficiences visuelles. Il y a la déficience visuelle à la naissance, où là forcément il y a une adaptation qui est imposée de fait au départ avec forcément l'acquisition du braille, etc. Tel que ça se faisait à l'époque en tout cas. Bon, moi, c'est ça. Pas du tout. C'est un autre débat. C'est un autre débat, voilà. Moi, j'ai pas du tout connu tout ça, puisque quand j'ai pris mes fonctions, j'avais pas de reconnaissance travailleur handicapé. Et, tu voyais bien. Et bon, j'avais un problème de fragilité visuelle, mais voilà, j'avais pas du tout besoin de faire tous ces apprentissages-là. Mais c'est vrai qu'un handicap qui se développe ensuite en cours d'emploi, ça va nécessiter des apprentissages complètement différents de ceux qui auront été à la naissance. Voire troisième cas de figure, celui qui a une perte rapide et totale de vision suite à un AVC ou un accident. Là, c'est encore une autre problématique, je veux dire, qui va nécessiter en fait d'autres adaptations et d'autres apprentissages. Donc, je pense effectivement qu'on a chacun un petit peu des techniques qu'on a développées sur le tas aussi, mais que notre entourage n'est pas forcément vraiment au fait de la façon, de la réalité qui est la nôtre. Voilà, donc il faut communiquer. Je pense que dans l'entreprise, enfin, qu'on soit public, privé, il faut communiquer aussi, dire ce qu'il en est. Ah, ça me met en difficulté, voilà pour telle raison, ça par contre je peux le faire. Et je pense qu'il y a des activités dans lesquelles on peut être tout à fait performant. Moi j'ai la chance d'avoir à faire une grosse production écrite, mais dans cette production écrite, vu qu'elle n'est pas encadrée par des tableaux, des graphiques, enfin toutes sortes d'outils qui me mettraient en difficulté, c'est de la production, on va dire, littéraire. Là, j'ai envie de dire, je ne vois pas pourquoi je serais plus en difficulté qu'un autre. Il suffit que j'ai envie d'écrire, ou que ça me plaise, ou que j'ai une propension, éventuellement, à écrire, pour que ça se passe bien.
Si, en dehors de cet handicap visuel, je n'avais pas cette propension, je pourrais très bien être en difficulté et produire un rapport complètement incohérent, avec des ruptures de sens. Voilà, donc je pense qu'il faut aussi insister auprès des personnes en tout cas, qui sont déficientes visuelles et qui veulent s'engager dans tel ou tel métier. Il faut quand même être très sensible à leurs propensions naturelles au départ. Dans quoi elles sont le plus à l'aise. Voilà, si c'est des personnes qui sont à l'aise à l'écrit, ben pourquoi pas aller vers un métier où il y aura de la production personnelle, voilà, où il y aura des capacités littéraires à mettre en avant. Ouais, je comprends. Alors, on va prendre quelques questions dans le chat. Avant de prendre des questions, je vais te poser une dernière question, Jean-Marc, la même que celle que j'ai posée à Valérie concernant les publics accompagnés. Est-ce qu'il y a des publics en particulier que tu as trouvé plus difficiles que d'autres à accompagner? Disons que moi, dans mon champ, c'est un peu particulier parce que, en général, c'est des mesures judiciaires, donc c'est une aide éducative, mais ordonnée quand même. Donc, si elle est ordonnée, c'est pas pour rien. C'est qu'elle n'est pas forcément sollicitée. Alors, on recherche l'adhésion de la personne quand on fait un entretien, enfin, quand on fait une évaluation. Mais le public, je dirais, avec lequel on fonctionne n'est pas forcément un public qui va être toujours dans la collaboration. Donc, oui, il peut y avoir de l'hostilité, quoi. Il peut y avoir de l'hostilité, de l'agressivité. Donc, moi, j'ai envie de dire attention, ne pas aller forcément vers des populations qui vont développer telle ou telle agressivité, soit par rapport à leur personnalité, soit par rapport au contexte professionnel. Parce que le contexte professionnel peut aussi induire une réaction hostile. Comme disait Valérie tout à l'heure, si je vais faire une visite à domicile pour un signalement ou parce qu'il y a une suspicion de mauvais traitement, ben, on ne m'accueille pas à bras ouverts. Voilà, moi, si je reçois quelqu'un pour lui pointer telle et telle carence, défaillance, et qu'à la clé, mon rapport va peut-être orienter le juge dans tel type de décision, ben, la personne va tenter de faire pression sur moi, de me menacer, ou alors peut-être elle sera plus habile, mais elle va tenter de m'instrumentaliser ou de me manipuler. Voilà, donc si on reste dans ce type de relation, bon, où la personne tente de manipuler ou d'instrumentaliser, j'ai envie de dire on n'est pas en danger. Par contre, si on tombe sur quelqu'un qui est un peu plus bas de plafond et qui va avoir envie de nous envoyer le bureau sur la tête, ben là on ne verra pas le bureau arriver, donc forcément on ne pourra pas parer la réaction hostile. Ouais, ça fait ça vient surajouter. Ça vient surajouter une difficulté, une difficulté existante. Après, j'ai envie de dire, effectivement, toutes les fonctions du travail social où il va y avoir trop d'administratifs, trop d'exploitation, voilà, ou dans le traitement, trop d'administratifs, bon, moi, je ne conseillerais pas. Par exemple, tout ce qui est tutelle, services de tutelle, il y a beaucoup de travailleurs sociaux dans les services de tutelle. Non seulement les personnes qui sont sous tutelle, par exemple, quand quand l'organisme de tutelle perçoit les prestations familiales à leur place, c'est rare qu'elle soit ravie, qu'elle soit vraiment contente de voir arriver le travailleur social. Et si en plus il doit traiter des chiffres, des tableurs, des tas de données, des pièces comme ça, pour moi, il va y avoir un peu double galère. Donc, j'aurais tendance à dire, n'allez pas forcément vers ce type de filière. Type de filière. Après, moi, en tout cas, les 2 points je vois qui ne font pas obstacle à la déficience visuelle, c'est quand même tout ce qui est oralité, donc conduite d'entretien, échange, mais en général, dans le travail social, la conduite d'entretien, il faut bien qu'elle serve à quelque chose. On n'est pas là pour discuter au café du commerce. Donc, ça veut dire que on ne se raconte pas que des belles histoires. Voilà, cette conduite d'entretien, en général, elle aboutit soit à quasiment un diagnostic, une évaluation qui va être une aide à la décision pour enclencher tel dispositif, ou un traitement direct. Mais en tout cas, dans le travail social, il y a quand même de l'échange oral. Donc, pour moi, j'ai envie de dire, tout ce qui est conduite d'entretien, c'est adapté. Et après, tout ce qui est production écrite, ça me paraît aussi adapté en fonction des propensions individuelles. D'accord. Alors maintenant, je vais me tourner vers Stéphanie et les questions qu'on aurait reçues sur le chat de YouTube et de Facebook. Stéphanie? Absolument. Rebonsoir à tous les trois. Alors, d'abord, on vous remercie
pour des témoignages qui font vraiment plaisir, SIC, à écouter. Et vous avez quand même répondu déjà dans vos propos à beaucoup de questions qui se posaient sur le non-verbal, sur les difficultés, etc. Mais il reste quand même quelques petits trous dans la raquette qu'on va combler. Et je vais vous demander de chausser aussi une nouvelle casquette, à savoir une casquette un peu de conseiller d'orientation, puisqu'il y a une question qui se pose et qui dit exactement « J'ai une licence en sociologie, est-ce qu'il y a une possibilité pour que je puisse travailler dans le domaine social? Et si oui, qu'est-ce que je dois faire ?» Alors, qui veut répondre à cette... Valérie, Jean-Marc? Comme ça, fait un brûle pour point. Je crois que la licence ne donne pas une équivalence. Donc, à mon sens, il faudra reprendre le cursus au départ, peut-être être exonéré de certains troncs d'apprentissage, mais je ne pense pas. Il me semble qu'il y a des personnes qui ont eu des licences en psycho ou autres et qui ont ensuite se sont orientées vers le travail social et qui ont fait le cursus complet des 3 ans. Me semble-t-il, Valérie. Alors, je dirais que c'est vrai qu'avec une licence de sociologie, c'est un plus, mais vous aurez peut-être que quelques allègements de formation, et encore, c'est pas dit. Par contre, en termes de travail social, le travail social, c'est très vaste. D'ailleurs, quand les gens s'appellent travailleurs sociaux, personnellement, j'aime pas parce que je sais pas à qui j'ai affaire. D'accord. Mais ça, c'est mon petit truc perso, quoi. Et donc, il faut exploiter tous les métiers du social et se dire, voilà, est-ce que ce métier-là, il me plairait, est-ce qu'il me plairait pas? Bien sûr, là, nous, vous êtes en face de 2 assistants de service social, parce que le titre du métier, c'est celui-là. Mais il y a d'autres métiers du social, et notamment beaucoup de métiers nouveaux qui ne portent pas la casquette assistant social, mais qui en est quand même. Moi, par exemple, j'ai une de mes précieuses amies qui, dans le travail qu'elle a fait dans un service logement, finalement, s'est trouvée à faire un travail assez proche du mien. Pourtant, elle n'a pas le titre d'assistante sociale, mais d'ailleurs, en matière de logement, elle touche plus sa bille que moi, puisque moi, je sais pas mon service d'opération quotidien. Donc voilà, il y a des métiers qui fait que vous allez vous travailler dans le social et faire de l'accompagnement social, mais sans forcément être d'un des diplômes de travail social. Il y a ça aussi à réfléchir. Et puis, voilà, les métiers du travail social, il y a, je dirais, presque une vingtaine ou une trentaine de métiers, je crois. Ah oui. Voilà, donc c'est à réfléchir là-dessus, je dirais. Alors, ma réponse, elle est un petit peu moyenne, mais voilà, la licence de sociologie vous a fait aborder des choses qui vous permettront d'aller vers le travail social et vers certaines filières, mais malheureusement, il n'y aura pas... Voilà, vous ne serez pas dispensé, en tout cas sur la filière assistante sociale et même sur les autres filières de type Bac plus 3, vous n'aurez pas... il vous faudra recommencer toute la formation. Et c'est une formation d'école de travail social, des écoles de travail social? C'est des écoles de travail social, donc il y a plusieurs formations. Et sachez que maintenant, par exemple, le métier d'assistant social peut se préparer maintenant comme toutes les formations en alternance, mais en alternance réelle, c'est-à-dire que vous êtes embauché pendant 3 ans par un service et vous faites tous vos stages dans ce service-là et du coup vous acquérez la formation comme une vraie alternance. Parce que je ne dis pas que nous c'est une fausse alternance, mais dans la mesure où on avait 3 stages différents dans 3 milieux différents, c'est ce qui est encore la formation de base, mais sachez que ce métier devient accessible par le biais de l'alternance classique. D'accord. Et dans ces écoles de travail social, on a tous les types de travail social. Il y a plein de métiers du travail social. Moniteur, éducateur. Éducateur spécialisé, conseillère en économie sociale et familiale. J'ai failli faire ça d'ailleurs à un moment donné. Alors, je vais avouer, je ne l'ai pas fait parce qu'il y avait de la couture et j'aime pas la couture. Ah, et de la couture, donc, voilà. ça. Ouais, et puis non, franchement, je me suis débinée au dernier moment. J'étais prise et tout, mais non, l'idée de coudre, là, non, ça l'a pas fait. Donc, je crois que c'est possible de coudre quand on voit pas. Si, mais c'est totalement possible. C'est que moi, j'aime pas. Ah oui, d'accord. Je n'aime pas ça. Moi, j'ai des boutons à recoudre. J'aimerais bien apprendre. Non, c'est pas pour moi. Non, il faut que j'apprenne. Voilà, donc voilà ce que je dirais. Ok. Merci. Stéphanie, on a d'autres questions? Oui, j'en ai 2 autres. Alors, la première s'adresse à vous deux. Yann insiste et voudrait savoir quel est pour vous le défi que vous rencontrez au quotidien dans votre pratique professionnelle et qui soit vraiment le plus compliqué à résoudre.
la barrière plus haute que les autres? Bah, je vais répondre, les cons. C'est-à-dire tous les gens qui vont et ne pas croire qu'on est capable de faire notre métier, ne pas nous faire confiance, ne pas oser nous embaucher parce qu'ils ont tellement peur du handicap qu'ils sont incapables de nous imaginer travailler. C'est une anecdote que je raconte souvent, mais il y a quelques années, il n'y avait pas encore d'ordinateur, etc. J'ai postulé dans un service hospitalier, donc assistante sociale à l'hôpital, ça me paraissait tout à fait faisable. Et j'ai été reçue par mes collègues et la secrétaire du service et voilà, elle me parlait et elle termine l'entretien et je leur dis, bah voilà, ce que je vous propose, plutôt que de me laisser des petits mots écrits dans mon casier, bah, je laisse un dictaphone et vous mettez vos messages sur le dictaphone et j'en prends connaissance. Ah ouais, bon, bref, j'explique toutes les méthodes que j'envisage pour pouvoir travailler dans le service et à la fin de l'entretien, qu'est-ce qu'elles me disent? Elles me disent, ah, franchement, c'est admirable tout ce que vous faites, hein. Et tout ça pour après ne pas me prendre, quoi. Donc je veux dire, à un moment donné, il faut juste arrêter d'être couillon. C'est un peu ça, moi, je dirais, le gros obstacle, hein, franchement. Oui, bon, moi, le défi, il ne va pas être forcément en lien avec le handicap visuel. C'est plus dans la nature même de ce que je suis amené à traiter. En fait, j'interviens sur une séquence assez courte en temps, puisque ça va être 2 mois à peu près, le moment où on reçoit l'un, on reçoit l'autre, on exploite des pièces, on fait des entretiens, on produit un écrit, et c'est de ne pas être instrumentalisé, garder une neutralité, une impartialité, et c'est vrai qu'on se retrouve un petit peu dans la tourmente, voilà, dans la turbulence, puisque en fonction de ce qui va être évalué, ça peut conduire à tel type de décision, donc c'est d'essayer de se soustraire à certains jeux d'influence, tentatives d'alliance. Voilà, c'est se débarquer de toutes ces stratégies relationnelles qui peuvent nous impacter. Merci Jean-Marc. J'ai une toute dernière question, elle s'adresse à Valérie. On voudrait savoir, Valérie, si votre collègue de 20 ans, cette infirmière scolaire si fine, est une exception ou si elle est bien représentative quand même de l'environnement dans lequel vous évoluez? Non, elle est plutôt représentative. Honnêtement, j'avoue que dans le milieu dans lequel je travaille, et c'est pour ça que j'y suis toujours, hein, parce que je pense que sinon je ne serais pas maso, enfin voilà, j'y serais pas restée. Non, dans le milieu dans lequel je travaille, j'ai de bonnes collègues. Mon travail est respecté en tant que tel. Après, je dirais, malheureusement, dans les services, on ne veut pas de vous. Je disais tout à l'heure que la première fois que j'ai postulé à l'Éducation nationale, on ne voulait pas de moi. Et je sais que si j'avais quand même insisté, j'aurais été maltraitée, puisque la personne qui me refusait le poste à l'époque, je sais qu'elle a bien maltraité d'autres gens qui ne sont pas handicapés, hein. Donc, je veux dire, elle m'avait promis la misère, elle me l'aurait réellement faite. Et là, je pense que oui, je serais tombée en dépression. Enfin, je crois qu'à un moment donné, quand on sent que ça ne va pas bien se passer, il faut, même avec tout le courage qu'on a, toute la persévérance, toutes les qualités qu'on peut avoir, je dirais que juste à un moment donné, voilà, faut pas se mettre dans la difficulté plus que ce qu'il ne faut. Mais globalement, dans tous les terrains où j'ai travaillé, ça s'est plutôt bien passé. Oui, moi j'ai envie de rajouter quand même qu'on est, dans le champ du travail social, nos employeurs, ce ne sont pas des employeurs de la grande distribution, on n'est pas chez Auchan ou Carrefour. Donc on n'a pas non plus le même rapport à nos employeurs que si on était soumis à un rendement monétarisé. Donc je pense quand même qu'il y a une sensibilité dans l'approche, je veux dire, qui peut être faite avec le salarié qui est en situation de handicap. On n'a pas le même rapport que dans d'autres contextes. Voilà, qui sont peut-être plus en tension économique ou avec des notions de rentabilité. Donc ça, c'est plutôt un point positif, en tout cas. Ouais. Bon, on n'est pas là non plus par hasard. Évidemment. Et vous connaissez parmi vos collègues ou d'autres collègues dans d'autres structures, pas mal de personnes en situation de handicap, visuelles ou non, ou vous faites... Moi, j'en ai rencontré quelques-uns. Je pense pouvoir en comptabiliser une petite dizaine que j'ai croisés dans ma carrière, dont d'ailleurs des gens que je connaissais sans savoir qu'elle était assistante sociale. Donc, quand je lui ai dit que je faisais le métier et qu'elle m'a appris qu'elle le faisait, ça m'a fait... Enfin, c'était rigolo, quoi. Ça m'a un petit peu amusée. Donc, après, j'en ai découvert d'autres sur le terrain. Et je dirais qu'on a beau appartenir à la même institution, et je tiens à le souligner, puisque j'ai eu des contacts avec 2 autres assistantes sociales
je pense qu'il y en a une qui était non-voyante et l'autre, je ne sais plus si elle était malvoyante ou non-voyante, qui était aussi à l'éducation nationale. Elles n'ont jamais eu d'aussi bonne adaptation de travail que celle que j'ai et elles ont galéré autrement aussi. Donc je crois que c'est pas parce qu'il y a une institution, il y a quand même, qu'est-ce qui fait que votre poste va bien se passer, votre travail va bien se passer, c'est la confiance que les gens vont mettre en vous et la capacité qu'ils vont vous laisser de faire à votre sauce. Moi par exemple, dans mon travail, on a une mission, ce qu'on appelle de réseau, où on va dans les établissements scolaires où il n'y a pas d'assistante sociale. Mes collègues et moi-même, on a décidé, mais j'allais dire d'un commun accord, sans même que ça se discute, que moi je prendrais les établissements qui sont en ville et qu'elle, elle prenait les établissements qui sont à la campagne. C'est juste du bon sens. Mais il y a des services où ça se passerait peut-être pas comme ça, où les collègues diraient, bah non, toi tu dois bien aller en campagne et nous on y va bien. Hein. Non mais voilà, il y a un moment donné, il faut juste... voilà. Et donc tout ça, c'est aussi des questions de personnes, des gens voilà, qui quand ils ont oublié votre handicap, alors des fois ils l'oublient, c'est un peu pénible parce que des fois tu es obligé de leur rappeler, mais j'ai envie de dire, c'est ça la garantie du succès, je dirais, quelque part. Et les écueils que j'ai pu avoir, c'est plus des écueils de personnes avec lesquelles je ne me suis pas entendue, mais en tant que collègue, en tant que personne qui n'ont pas respecté mon travail, mais c'était pas lié au handicap. Moi, je pense qu'on est amené, en fonction du handicap, aussi à revoir le poste. Aménagement de poste de travail, c'est aussi peut-être déconstruire le poste et le remodeler avec l'entourage qui est autour de nous. Ce que tu disais, c'est je ne peux pas aller travailler en milieu rural. Bon, bien entendu, il y a des déplacements, etc. Moi, il y a peut-être des choses que je ne peux pas faire, donc c'est plus le collègue qui va les faire. Donc ça veut dire quand même une acceptation de l'employeur de se pencher sur le poste, d'être à l'écoute aussi du salarié, parce qu'il n'y a que le salarié qui connaît vraiment de façon très pointue ses limites. Et en général, quand il met en avant ses limites, c'est qu'il les a touchées du doigt, c'est qu'il les a expérimentées en fait. Donc je crois qu'il faut quand même qu'il y ait cette volonté de déconstruire le poste, de reconstruire le poste. Oui, de la part de l'employeur, que les collègues l'acceptent. Que les collègues l'acceptent. Après, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a aussi tout un entourage. Moi, dans le cadre de mon aménagement de poste de travail, j'ai sollicité le Cap Emploi. Donc, il y a bien sûr tous les aspects financiers qui vont avec. Le dossier de reconnaissance de lourdeur du handicap avec l'aide humaine, elle est complètement financée. Toutes les aides techniques sont financées. Donc, il n'y a pas de surcoût pour l'employeur. Tout le matos est payé. La RQTH, donc, elle permet aussi de rentrer dans la masse des 6% de salariés qui sont en situation de handicap. Donc, elle intéresse aussi l'employeur. Mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'il faut aussi que le salarié puisse être dans une relation de confiance, comme disait Valérie, avec l'employeur, revoir sa fiche de poste, la présenter et la déconstruire, la reconstruire. À partir de là, ça peut tourner. Ouais, disons que l'employeur ne peut pas t'opposer un surcoût financier, parce que ce n'est pas un argument tenable, puisqu'il y a des financements, mais il faut qu'il ait la volonté de déconstruire, comme tu le dis, et réadapter un petit peu, reventiler les tâches avec tes collègues. Quoi. Voilà, il faut une volonté, une ouverture. Quoi, dans le traitement d'une situation, peut-être que la personne en situation de handicap, elle va être en capacité de traiter une partie de la situation, et pas le reste. Et donc ça veut dire éventuellement segmenter l'intervention. Mais ça veut dire aussi faire une démarche intellectuelle à ce niveau-là, accepter de réfléchir, déconstruire ou reconstruire. Ouais, je comprends. Je reviens tout à l'heure sur la dizaine de personnes que tu connais, Valérie, assistants sociaux, dans ce métier en tout cas en France. D'ailleurs, en préparant l'émission, on a identifié quelques plus jeunes ou moins jeunes assistants sociaux, assistantes sociales. Et c'est une question aussi pour toi, Jean-Marc. Il y a de plus en plus d'assistants, d'hommes dans ces métiers-là. Est-ce que c'est une nouvelle tendance ? Nous, il y en a un qui a été embauché la semaine dernière. Mais il était en reconversion professionnelle. Oui, je crois qu'il y en a plus qu'avant. Pourquoi, à ton avis ? Je sais pas. Il n'y a pas de... Pas d'explication. Ouais, non, il n'y a pas d'explication. C'est vrai qu'on a souvent l'image du métier plutôt très féminin, mais donc c'est... En tout cas, nous, dans nos institutions de protection de l'enfance, on est amenés aussi à, assistants sociaux et éducateurs spécialisés, à assumer les mêmes missions. Donc c'est indifférencier la fonction. En tout cas, dans mon milieu professionnel, c'est comme ça. Oui, dans ta partie. Okay.
Stéphanie, on a une dernière question ou Et non, on n'a plus de questions parce que On est l'heure trop du dîner est avancée. Eh bien, tout à fait. Donc, en tous les cas, vous recevez les remerciements pour la générosité de votre témoignage de toutes les personnes qui nous suivent ce soir. Merci beaucoup. Merci, On les remercie Stéphanie. d'être restés jusque-là. Bah oui, de nous Ouais. avoir supportés. Exactement. Le temps est venu de vous remercier. Merci beaucoup Valérie d'avoir accepté l'invitation. Toi aussi Jean-Marc, c'était très riche. C'était le premier Happy Talks avec deux personnes, donc un regard croisé sur les métiers du travail social de manière générale. Donc merci d'avoir accepté l'invitation. Et donc on se retrouve pour le prochain épisode des Happy Talks, probablement en mars ou en avril. Et le replay sera disponible, je pense, la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube et le podcast début 2022 pour les meilleurs moments de la soirée. Merci encore et puis à très bientôt. Les Happy Talks, des rencontres avec des déficients visuels actifs et engagés dans la société. La saison 2021-2022 des Happy Talks d'HappyDV bénéficie du soutien de Handsome, développeur d'applications bancaires et financières qui permettent aux personnes porteuses d'un handicap de gérer au quotidien leurs comptes depuis leur smartphone et via une carte de paiement connectée de manière simple, autonome et sûre, ainsi que d'Accès Solutions, fournisseur d'équipements qui, depuis plus de 15 ans, met son expertise au service des déficients visuels en leur proposant des produits innovants et des services de formation, de conseil et de développement informatique sur mesure.